Dans le petit village paisible de Saint-Laurent, au cœur de la Bourgogne, Élise Dupont n'avait jamais été une femme sentimentale. Pourtant, ce jour-là, en voyant sa mère, Madeleine, peiner à monter les marches de leur vieil immeuble parisien, son cœur se serra. Les médecins n'avaient cessé de répéter que l'air pollué de la capitale, le stress incessant et l'absence de repos aggravaient la santé fragile de Madeleine, récemment sortie d'un infarctus. Maman, tu ne voudrais pas venir vivre un peu à la campagne? Osa Élise, en l'aidant à s'installer dans un fauteuil. Madeleine, vêtue d'un tailleur chic mais défraîchi, les cheveux blancs soigneusement coiffés, agita la main avec une résignation teintée de nostalgie. Où voulez-vous que j'aille? Toute ma vie s'est passée ici, dans cet appartement. C'est ma maison. Mais Élise connaissait les rêves d'enfance de sa mère. Les étés passés dans la maison de campagne de sa propre mère, dans un petit hameau près de Beaune, où elle cueillait des fraises des bois et se baignait dans la Saône. Et elle savait que le moment était venu d'agir. Dès lundi, elle convoqua son agent immobilier préféré, Camille, une jeune femme dynamique aux chaussures rouges brillantes et au sourire éclatant, qui prit soigneusement note des critères d'Élise. Une maison de plein pied, avec un jardin, pas trop loin de la civilisation, dans un environnement sain. Le budget plafonnait à 5 millions d'euros, une somme qu'Élise pouvait raisonnablement investir, ayant bâti son agence de communication florissante en 10 ans. Après une semaine de visite, Camille lui présenta enfin une perle rare. Une jolie maison à Saint-Martin-sous-Montaigu, un village tranquille entouré de vignes et de forêts de pins, à seulement 30 kilomètres de Dijon. La maison, avec sa véranda ensoleillée et son jardin fleuri, appartenait à un couple de retraités qui partaient vivre à Lyon auprès de leurs enfants. En franchissant le seuil, Élise s'imagina déjà la disposition des meubles, la chambre lumineuse pour sa mère, la salle à manger conviviale, la véranda où elle installerait un rocking chair, comme celui dont sa mère avait toujours rêvé. La décision fut prise sur le shampoing, mais ce que ni Élise ni Madeleine ne soupçonnaient, c'était que la belle-mère d'Élise, Monique, une femme aux manières autoritaires, cheveux blonds platine toujours impeccablement coiffés, et aux talons aiguilles claquant sur le parquet, avait d'autres projets pour cette maison. Sans prévenir, elle avait changé les serrures et faisait déjà régner sa loi dans la maison de campagne. Lorsqu'Élise et sa mère arrivèrent enfin à la maison avec leurs affaires, Monique ne tarda pas à hurler. « Cette maison, c'est la mienne maintenant. Si vous ne partez pas, j'appelle la police. » Mais la réponse d'Élise fut aussi froide que déterminée, et la surprise sur le visage de Monique fut palpable. Dans cette lutte pour un foyer entre deux femmes, un secret invisible mais lourd planait. Qui allait véritablement tenir les clés de cette maison, et à quel prix? Les premières fissures dans la famille ne faisaient que commencer. Le soleil déclinait doucement sur Saint-Martin-sous-Montaigu lorsqu'Élise franchit à nouveau le seuil de la maison, cette fois accompagnée de son mari, Michel. Elle portait une robe légère couleur lavande, soulignée par une fine ceinture argentée qui mettait en valeur sa taille élancée. Ses escarpins beige clair claquaient légèrement sur le parquet ciré. Un collier délicat ornait son cou, et dans son regard brillait une détermination farouche. Michel, en revanche, était vêtu d'une chemise bleu marine rentrée dans un pantalon de toile grise, impeccable mais légèrement froissé par la tension palpable de la situation. Ses yeux cherchaient un terrain d'entente, mais la crispation sur son visage trahissait ses doutes. Dès leur arrivée, ils furent accueillis, ou plutôt confrontés, par Monique, la mère de Michel. Elle trônait sur le canapé du salon, ses jambes croisées exhibant des escarpins vernis rouges, assortis à son rouge à lèvres éclatant. Sa coiffure parfaitement laquée semblait défier le vent d'automne qui sifflait à travers les fenêtres. Ah, vous voilà enfin, lança-t-elle d'une voix mielleuse mais glaciale. Je me demandais quand la famille allait se décider à venir voir comment je prends soin de notre maison. Élise sentit une montée de colère, mais elle garda son calme, s'approchant avec grâce, ses gestes précis, presque hypnotiques. Monique, cette maison appartient à ma mère. Je l'ai achetée pour elle. Un rire sec s'échappa des lèvres de la belle-mère. Pour ta mère, dis-tu? Mon cher fils m'a dit que la maison est un bien familial désormais. Et moi, je suis ici pour veiller à ce qu'elle soit bien entretenue. Michel baissa les yeux, pris entre deux feux, tandis qu'Élise observait les marques de crayon sur les murs fraîchement repeints, les plans d'aménagement étalés sur la table basse. Vous avez déjà commencé des travaux? Demanda-t-elle, feignant la surprise. Je prends les devants, répondit Monique, avec un sourire en coin. J'ai fait venir des ouvriers, commandé des meubles. Tu sais bien, il faut que tout soit parfait pour accueillir ta mère. Parfait, reprit Élise, son regard devenant plus perçant. J'ai cru comprendre que vous aviez aussi changé les serrures. Monique haussa les épaules, un éclat de défi dans les yeux. La sécurité avant tout. Ce n'est pas parce que je ne vis pas ici que je ne peux pas protéger la maison. Élise sentit son cœur battre la chamade. Ce n'était plus une visite de courtoisie, mais une bataille silencieuse où chaque détail, chaque mot, était une arme. Michel soupira, essayant de calmer la situation. S'il vous plaît, arrêtons les hostilités. On est une famille. Trouvons une solution.
Monique le regarda, puis fixa Élise. Une vraie famille agirait avec plus de respect. La nuit tombait, enveloppant la maison d'une ombre pesante. Élise comprit que cette guerre familiale ne faisait que commencer, et que les murs de cette maison, autrefois refuge, seraient bientôt témoins de conflits bien plus sombres. Mais au fond d'elle, une question la taraudait. Comment Monique avait-elle eu connaissance de l'achat de la maison? Et surtout, quel secret cachait-elle derrière son sourire faux et ses talons aiguilles? Une énigme que seule la suite pourrait éclaircir. Les jours suivants, la tension dans la maison de Saint-Martin-sous-Montaigu monta d'un cran. Élise, vêtue d'un tailleur pantalon noir parfaitement taillé, cheveux relevés en un chignon élégant, tenta de garder le contrôle. Ses escarpins noirs claquaient dans les couloirs, mêlant autorité et grâce, tandis qu'elle discutait avec les ouvriers, planifiant les derniers détails de l'aménagement. Mais chaque fois qu'elle croisait Monique, cette dernière arborait un sourire narquois, toujours impeccablement maquillée, des boucles blondes tombant en cascade sur ses épaules, ses bijoux scintillant à la lumière comme autant de menaces silencieuses. Un matin, Élise reçut un appel de Camille, l'agent immobilier. « Élise, tu ne vas pas croire ce que j'ai entendu au magasin de meubles. Une femme du coin a commandé des meubles pour ton adresse, mais sous un autre nom. Une certaine Madame Karvinska, apparemment très autoritaire. » Un frisson parcourut le dos d'Élise. Karvinska, ce nom lui évoquait vaguement quelqu'un. Était-ce un pseudonyme de Monique? Elle décida d'enquêter. Ce même jour, vêtue d'un manteau camel fluide, foulard en soie noué autour du cou, elle se rendit au magasin de meubles de Beaune. Là, une vendeuse souriante lui raconta, « Oui, Madame Karvinska est venue plusieurs fois, très sûre d'elle, comme si elle avait déjà vécu ici depuis longtemps. Elle parlait d'une rénovation complète et voulait des serrures spéciales, celles qui ne s'ouvrent pas de l'extérieur. » Elise sentit son coeur se serrer. Serrures qui enferment. Comme dans un mauvais film, pensa-t-elle, un sourire amer aux lèvres. « Vous n'auriez pas une photo d'elle ?» demanda-t-elle. La vendeuse hocha la tête et sortit un cliché. Une femme blonde, cheveux bouclés, regard perçant, exactement comme Monique. De retour chez elle, Élise trouva Michel dans le salon, l'air fatigué, une tasse de café à la main. Elle posa la photo devant lui. « Il faut qu'on parle. Ta mère joue un jeu dangereux. » Michel détourna le regard. « Elle veut juste aider, accélérer les choses. Tu dramatises. » « Aider ?» Elle a changé les serrures, engagé des ouvriers sans notre accord, et commandé des systèmes de sécurité pour transformer cette maison en prison. Tu trouves ça normal? Un silence lourd s'installa. Le soir même, alors qu'Élise s'apprêtait à rentrer, elle vit une voiture familière garée près du portail, les vieilles Peugeot 205 de Monique. Elle sortit, déterminée, pour lui faire face. Vous n'avez pas à être ici, Monique. Cette maison n'est pas la vôtre. Monique, sourire en coin, posa une main ferme sur sa hanche. Chère Élise, mon fils m'a donné son accord. Et ce sont nos affaires familiales. Tu vas devoir t'y habituer. Un éclair de rage traversa les yeux d'Élise. D'un geste vif, elle s'avança et poussa Monique doucement mais fermement vers la porte. Sortez d'ici. Maintenant. Monique chancela légèrement, saisit le mur pour ne pas tomber, et lança d'une voix outrée, tu m'as poussé. Tu vas le regretter. Mais Élise ne recula pas. Cette nuit-là, alors que les étoiles brillaient au-dessus des pins, un message anonyme glissé sous la porte attira son attention. Sur une photo du jardin, une inscription menaçante, « Jolie maison. Dommage que ce ne sera pas pour longtemps. » Elisa serra les poings. La guerre venait de prendre un tournant dangereux. Et derrière cette menace, une question brûlait, qui tirait vraiment les ficelles dans cette famille. Le lendemain matin, la lumière grise filtrant à travers les voilages donnait à la maison un air presque funeste. Élise, vêtue d'un chemisier blanc délicatement brodé et d'une jupe crayon noir, ajustait nerveusement ses lunettes tout en feuilletant un dossier épais. Ses ongles soigneusement manucurés trahissaient pourtant une certaine nervosité. Le téléphone sonna. C'était Valérie, la voisine âgée qui cultivait des roses dans son jardin mitoyen. « Élise, il faut que je vous parle. Hier soir, j'ai vu des silhouettes rôder près de la maison. Pas des ouvriers, non. Quelque chose d'autre. » Intriguée, Élise prit rendez-vous avec elle. Valérie, une femme aux cheveux argentés retenus en chignon strict, portait un tablier fleuri un peu usé. Elle lui parla à voix basse, jetant des regards anxieux autour d'elle. Elles ont regardé partout, comme si elles cherchaient quelque chose. Puis elles ont pris des photos. Une sensation glacée envahit Élise. Était-ce l'œuvre de Monique ou d'un complice? Plus tard, alors qu'elle inspectait la maison, elle trouva sur la table du salon un petit carnet noir, soigneusement posé, comme un défi. À l'intérieur, des notes griffonnées à la hâte, des noms,
des dates, et surtout, une phrase répétée en boucle, ne pas laisser partir le passé. Soudain, un bruit à l'étage attira son attention. En montant les escaliers, elle surprit Michel et Monique en pleine conversation animée. « Tu dois comprendre, » disait Monique, d'une voix basse mais ferme, « cette maison est notre dernier lien avec la famille. Je ne laisserai pas une étrangère nous l'arracher. » Michel, les épaules affaissées, acquiesçait sans joie. Élise sentit une colère sourde monter en elle, mêlée à une profonde tristesse. La soirée tomba, enveloppant la maison dans une obscurité presque palpable. Élise se retrouva seule dans la véranda, la lumière tamisée dessinant sur son visage un masque de détermination et de fatigue. Elle caressa doucement le rocking chair qu'elle avait acheté pour sa mère, se rappelant les étés insouciants de son enfance. Mais une ombre mouvante se profila derrière la fenêtre. Un frisson la par courut. Dans un souffle, elle murmura, « Ce n'est pas fini. » Car au-delà des disputes, des mensonges et des trahisons, un secret bien plus profond menaçait de tout emporter sur son passage. Et dans le silence de la nuit, une question résonnait, qui contrôlait vraiment cette maison? Les premiers rayons du matin effleuraient à peine la façade en pierre de la maison lorsqu'Élise, vêtue d'un trench coat beige et d'un foulard à carreaux noués avec élégance, prit la route vers Dijon. Son regard était déterminé, son pas rapide. Elle avait rendez-vous avec Maître Bernard, un avocat réputé pour sa ténacité et son sens aigu de la justice. Dans le cabinet aux boiseries anciennes, le vieil homme aux lunettes rondes et à la barbe grisonnante écouta attentivement le récit d'Élise. Son stylo dansait sur le papier, notant chaque détail, chaque menace, chaque manœuvre douteuse de Monique. Madame Dupont, commença-t-il d'une voix posée, la situation est complexe, mais pas désespérée. Votre belle-mère a usé de subterfuges, certes. Mais la loi est claire, la propriété vous appartient, et toute tentative de prise illégale peut être combattue. Élise sentit un poids se lever de ses épaules. Que dois-je faire en attendant? Maître Bernard sourit légèrement. Documentez tout. Gardez toutes les preuves, enregistrez les conversations si possible, et surtout, ne cédez rien. Je m'occuperai de rédiger une mise en demeure. De retour à la maison, Élise trouva Michel dans la cuisine, un café à la main, l'air préoccupé. Elle lui expliqua brièvement la stratégie légale, mais il restait réservé, presque distant. La journée s'écoula entre rendez-vous, appels et plans d'action. Le soir venu, alors que la maison semblait enfin retrouver un semblant de calme, un bruit sourd retentit à la porte d'entrée. Élise ouvrit pour découvrir un colis anonyme. À l'intérieur, une clé ancienne, rouillée, accompagnée d'une note cryptique. Il y a des portes que même les serrures nouvelles ne peuvent fermer. Un frisson parcourut son échine. Qui était derrière ce message? Un allié secret? Ou une menace voilée? La nuit s'installa, plus lourde que jamais, et dans le silence, Élise comprit que cette bataille pour sa mère, pour la maison, allait bien au-delà des apparences. Une guerre où chaque pas serait un pas vers l'inconnu. Les jours suivants, Élise s'investit corps et âme dans la bataille juridique et émotionnelle qui déchirait sa famille. Chaque matin, elle revêtait une robe ajustée couleur bordeaux, qui soulignait sa silhouette élancée, accompagnée de bottines en cuir noir à talons discrets. Son allure mêlait fermeté et élégance, reflet de sa volonté inébranlable. La maison de Saint-Martin-sous-Montaigu devenait le théâtre d'une lutte silencieuse, où, derrière les murs en pierre, les alliances se formaient et se déchiraient. Monique, toujours aussi impeccable dans ses tailleurs sobres, semblait jouer une partition bien rodée. Entre visites au registre foncier, appels anonymes et manœuvres pour renforcer sa position. Un soir, alors qu'Élise préparait le dîner dans la cuisine aux carreaux anciens, Michel entra, visiblement troublé. Il tenait dans ses mains un vieux carnet de famille trouvé parmi les affaires de sa mère. Regarde ça, dit-il en lui tendant le carnet. Il y a des lettres, des photos. Des secrets qu'on ne devait pas découvrir. Élise feuilleta les pages jaunies, découvrant des correspondances entre Monique et un homme mystérieux, évoquant des plans pour sécuriser la maison et assurer leur avenir. Le poids du passé s'abattait soudain sur le présent, révélant que la bataille n'était pas seulement pour un toit, mais pour un héritage plus sombre et plus ancien. Dans la pénombre du salon, les deux femmes se regardèrent, conscientes que la guerre était loin d'être terminée. Au-delà des mots, une promesse muette. La vérité éclaterait, coûte que coûte. Une brume légère enveloppait Saint-Martin-sous-Montaigu lorsqu'Élise, vêtue d'une blouse de soie ivoire et d'un pantalon tailleur gris, pénétra dans l'ancienne bibliothèque municipale. Ses cheveux bruns, relevés en un chignon décontracté, laissaient échapper quelques mèches qui caressaient délicatement son cou. Son regard vif scrutait les rayonnages chargés de livres poussiéreux, à la recherche d'indices oubliés. Elle savait que pour comprendre les manigances de Monique, il fallait remonter plus loin, dans l'histoire même du village et des familles qui l'avaient façonné. En feuilletant un registre ancien, elle tomba sur un nom récurrent, Karvinska, un patronyme étrange qui résonnait avec celui utilisé par Monique lors de ses achats. Soudain, un bruit de pas résonna derrière elle. Elle se retourna vivement,
croisant le regard d'un homme d'une cinquantaine d'années, aux yeux perçants et à la barbe poivre et sel, vêtu d'un pull en laine sombre. « Vous cherchez quelque chose, Madame Dupont ?» demanda-t-il avec un sourire énigmatique. « Oui, répondit-elle, des réponses. Qui êtes-vous ? Je m'appelle Antoine Morel. Je connais bien l'histoire de ce village, et de ses secrets. Il lui expliqua alors que la famille Karwinska était liée à une ancienne querelle de terre, un conflit qui avait laissé des traces profondes, et que Monique utilisait ce nom pour dissimuler ses véritables intentions. Leur conversation fut interrompue par le son strident d'un téléphone portable. Elise de Croker. C'était sa mère, Madeleine, dont la voix tremblait légèrement. « Élise, je me sens mal. Est-ce que tu peux venir ?» Sans hésiter, Élise enfila son manteau et prit la route, son esprit tourbillonnant de questions sans réponse. À chevet de sa mère. Alors que la nuit tombait, une ombre silencieuse observait depuis la fenêtre, prête à frapper à nouveau. Dans le cœur d'Élise, une certitude. Le mystère ne faisait que s'épaissir. La pluie fine battait les vitres de la maison lorsqu'Élise, vêtue d'un long manteau noir cintré et de bottes élégantes, s'installa au chevet de sa mère, Madeleine. La vieille femme, drapée dans un peignoir de soie crème aux motifs floraux délicats, semblait fragile mais déterminée, ses yeux bleus perçant la pénombre de la chambre. « Maman, murmura Élise en prenant doucement sa main, tu dois te reposer. Tout va s'arranger. » Mais au fond d'elle-même, elle sentait que la tempête n'était pas seulement dehors, mais aussi à l'intérieur de cette maison qu'elle voulait protéger coûte que coûte. Le lendemain, alors que la maison baignait dans une lumière grise et froide, Élise décida de confronter une fois pour toutes Monique. Elle la trouva dans le salon, impeccablement vêtue d'un tailleur beige clair, ses perles scintillantes accrochant la lumière d'une manière presque provocante. « Il faut que nous parlions, lança Élise d'une voix ferme, ses yeux ne quittant pas ceux de sa belle-mère. Monique lui sourit, un sourire glacé. « Je vous écoute. Vous avez franchi toutes les limites. Changé les serrures, engagé des ouvriers sans notre accord, manipulé Michel. Ce n'est pas acceptable. » Un silence pesant s'installa. Puis Monique, d'un ton mesuré, répondit, « Je fais ce que toute mère ferait. Protéger son fils et son héritage. » « Ce n'est pas votre héritage, c'est celui de ma mère, » répliqua Élise avec force. À cet instant précis, Michel entra dans la pièce, les traits tirés, mais résolus. « Il est temps d'arrêter cette guerre. » Les trois regards se croisèrent, lourds de rancune et de non-dits. Soudain, un bruit sourd retentit à l'extérieur. Tous trois se figèrent. À la porte, un facteur tendit une enveloppe épaisse à Élise. Elle l'ouvrit lentement. À l'intérieur, un document officiel, une assignation en justice. La bataille venait de prendre un nouveau tournant, plus impitoyable encore. Dans le cœur d'Élise, la promesse que, quoi qu'il arrive, elle ne laisserait personne dérober à sa mère ce qui lui revenait de droit. Les jours suivants, Élise s'investit corps et âme dans la bataille juridique et émotionnelle qui déchirait sa famille. Chaque matin, elle revêtait une robe ajustée couleur bordeaux, qui soulignait sa silhouette élancée, accompagnée de bottines en cuir noir à talons discrets. Son allure mêlait fermeté et élégance, reflet de sa volonté inébranlable. Et la maison de Saint-Martin-sous-Montaigu devenait le théâtre d'une lutte silencieuse, où, derrière les murs en pierre, les alliances se formaient et se déchiraient. Monique, toujours aussi impeccable dans ses tailleurs sobres, semblait jouer une partition bien rodée. Entre visites au registre foncier, appels anonymes et manœuvres pour renforcer sa position. Un soir, alors qu'Élise préparait le dîner dans la cuisine aux carreaux anciens, Michel entra, visiblement troublé. Il tenait dans ses mains un vieux carnet de famille trouvé parmi les affaires de sa mère. « Regarde ça, » dit-il en lui tendant le carnet. « Il y a des lettres, des photos. Des secrets qu'on ne devait pas découvrir. » Élise feuilleta les pages jaunies, découvrant des correspondances entre Monique et un homme mystérieux, évoquant des plans pour sécuriser la maison et assurer leur avenir. Le poids du passé s'abattait soudain sur le présent, révélant que la bataille n'était pas seulement pour un toit, mais pour un héritage plus sombre et plus ancien. Dans la pénombre du salon, les deux femmes se regardèrent, conscientes que la guerre était loin d'être terminée. Au-delà des mots, une promesse muette. La vérité éclaterait, coûte que coûte. La nuit tombait lentement sur Saint-Martin-sous-Montaigu, enveloppant la maison d'un voile d'ombre dans lequel les secrets semblaient prendre vie. Élise, toujours vêtue de sa robe bordeaux, marchait d'un pas décidé dans le salon, ses talons résonnant sur le parquet ancien. Ses yeux brillaient d'une intensité nouvelle, mêlée de fatigue et de détermination. Michel s'approcha, tenant dans ses mains une vieille photographie en noir et blanc. Sur l'image, Monique, plus jeune, posait aux côtés d'un homme au regard dur, dans une vieille bâtisse à l'allure austère. « Qui est cet homme ?» demanda Élise, la voix à peine audible. « C'était le père de Monique, » répondit Michel. « Un homme qui avait une réputation compliquée. Il aurait été mêlé à des affaires peu recommandables, et cette maison, elle n'a jamais vraiment été à nous. » Un frisson parcourut Élise.
La maison qu'elle avait achetée pour sa mère portait le poids d'un passé trouble, d'une histoire tissée de rivalité et de secrets bien gardés. Soudain, un bruit sourd retentit à l'étage. Élise monta précipitamment, trouvant Monique en train de fouiller dans un vieux coffre poussiéreux. La belle-mère se retourna, surprise, mais un sourire en coin vint illuminer son visage. Tu cherches la vérité, n'est-ce pas? Lança-t-elle d'un ton moqueur. Attention à ne pas te brûler les ailes. Élise sentit la colère monter, mais aussi une étrange fascination. Cette maison n'était plus seulement un toit. Elle était devenue le champ de bataille d'une guerre où passé et présent s'entremêlaient, où chaque pièce recelait une histoire prête à éclater. Tandis que la nuit étendait son manteau sur le village endormi, une question demeurait suspendue dans l'air. Qui triompherait dans ce duel d'ombre et de secrets?